Le patrimoine culturel peut jouer un rôle crucial dans le développement socio-économique d'une région, d'un pays ou même d'un continent. Mon invité l'a savamment intégré à l'éducation grâce à son poste d'administrateur directeur général de l'Université Nord-Sud Institut Fama, grâce également à son rôle de commissaire général du festival Kita. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans African Stories à Abidjan. Et c'est parti, je vous invite à la rencontre de Monsieur Ibrahim Fama Diabaté. Venez avec moi. Et bonjour. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va bien. Et toi, je peux te tutoyer? Tranquillement. D'accord, super. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit pour notre rencontre? Le Collège Notre-Dame d'Afrique, c'est là où tout a commencé. C'est là où j'ai tout appris. Et donc, Notre-Dame d'Afrique, c'est un peu comme le berceau, où ça peut te permettre, en tant qu'homme, de grandir. D'accord. De devenir ce que tu es aujourd'hui. D'apprendre toutes les valeurs possibles. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici, pour pouvoir montrer un peu aux yeux du monde ce que c'est que le Collège Notre-Dame d'Afrique. D'accord, ben, c'est super. Moi, je suis contente d'être ici. D'autant plus que c'est un collège qui a une très très belle réputation. On y forme des hommes d'excellence. Donc, on en saura plus avec toi aujourd'hui. On va commencer par le début. J'aimerais bien que tu te présentes tel que tu te perçois en quelques mots. Qui est Ibrahim Fama Diabaté? Ibrahim Fama Diabaté, c'est un jeune Ivoirien qui est un rêveur, on peut dire, parce qu'il rêve grand. Il n'est pas arrivé là où il est par parachutisme, on peut dire. On peut dire aujourd'hui qu'Ibrahim Fama Diabaté est arrivé là par le travail. Alors, du coup, tu vas au collège Voltaire, au lycée Voltaire, hein, c'est ça? Oui, c'est le collège Voltaire, mais c'est un lycée. C'est un lycée et c'est là que tu as le bac, finalement. Oui, c'est là-bas que j'ai eu mon bac, avec une... C'était bien quand même, je vais le dire. Mais il y a une anecdote encore, il y a toujours des anecdotes. Dis-nous tout. Et cette anecdote-là était assez cocasse, une situation assez bizarre. On passe le bac, ça se passe bien, le jour des résultats. Et on se dit comme ça que bon, voilà, les choses vont se faire plus ou moins, on est optimiste à l'intérieur, mais toutefois on prie pour que les choses arrivent bien. Je suis à la maison, comme toute personne, on attend. Moi, je n'ai pas fait candidat approché, ça c'est sûr. Et donc, moi, je suis resté à la maison et il y a mon oncle qui vient me voir. Et il arrive directement à la maison. Et quand il était dans la voiture, moi, j'ai vu, j'étais tout content de savoir, parce que c'est lui qui est allé chercher mes résultats. J'étais tout content de savoir et il me fait... Et donc, moi, je suis venu tout de suite, j'étais un peu truc, il me dit non, c'est pas sorti. C'est pas encore sorti, les résultats sont pas... Donc, ouf, je suis content, je dis bon, c'est pas encore sorti. Et moi, je suis toujours dehors. Quand je rentre, je rentre à la maison et mon père me dit, ben écoute, malheureusement le bac, ça n'a pas marché. Donc moi, je ressasse en même temps le renvoi de notes d'emploi. Je dis, mais attends, d'échec en échec, c'est fou. Ça ne peut pas se passer comme ça, on ne peut pas se retrouver là en train d'échouer encore. Donc je ressasse, je me dis, mais là, je suis foutu. Comment gérer 2 années de suite ou voilà. Je dis, c'est dommage. Donc je me dis, tout simplement, il faut que j'aille prendre les résultats, même physiques, pour voir un peu comment ça se passe, la collante, comme on le dit. Donc j'arrive et je vois pas mal de personnes, c'est-à-dire une panoplie de personnes, un groupe de personnes qui n'ont pas eu aussi le bac. Donc j'arrive et il y avait des premiers de classe dedans. Bon, je me dis tout simplement, ça c'est fou. Cette année, c'est l'échec total. Et donc tu n'es pas fier, mais je te dis, mais attends, si toi, attends, il y avait au moins... bon, ok. Donc on est là, on attend. On va prendre la collante. Il y a un gars comme ça qui se lève là et il crie. J'ai eu. Je dis, mais attends, mais lui il a eu la chance. Dès que j'ai regardé mon pote me dit, mais attends, faut pas te mettre dedans, hein. On n'a pas eu. Lui il a eu sa chance, hein. Donc arrête de... Ça va pas être collectif. Non, c'est pas collectif. Ouais. Deuxième personne, pareil. J'ai eu. Après, on commence à se regarder, mais positivement, chacun fait sa prière pour dire que peut-être que le bon Dieu peut vraiment. Donc, on est là. 3e personne, 4e personne, 5e personne, 6e personne. Attends. Et après, l'anecdote, c'est que ma voisine de devant, elle crie. J'ai eu. J'ai dit, bah attends,
Si elle a eu ce que moi, j'ai même pas attendu. Avant ça, direct, ils m'ont appelé. On avait eu, au fait, il y avait un problème. Il y a une fiche qui avait été omise. On n'a pas une fiche omise de toute une classe. Il y avait près de 60 personnes. Et donc, ça fait une double joie. Et donc, ça, c'est un truc qui m'a marqué dans ma vie. Franchement, à telle enseigne que, on va pas dire, mais on peut dire qu'il y a Dieu dedans, quoi. Et donc, ça, c'est l'anecdote. Et puis, ben, voilà. En tout cas, Voltaire, c'est le... Papa forcément fier et content. Ouais, content. La famille, vraiment, ils sont contents. Et puis, après, tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'on se dise, ben, il faut nécessairement qu'on pense au lendemain, à voir comment je peux partir en France. Et c'était vraiment l'objectif pour moi, c'est de partir en France. Moi, je voulais partir. Je voulais pas rester ici. Mais là encore, c'était pas bien parti. Parce que je devais aller, on a tout fait, tout était ok. Il y avait l'école de Paris, Paris 8 qui avait accepté de me recevoir et tout là-bas. Pour le visa, ça n'a pas marché. Non. Oui, le visa, ça n'a pas marché. On s'est dit, ben, qu'est-ce que moi-même j'ai fait au bon Dieu? Mais bon, non, après, c'était vraiment délicat pour moi, c'était difficile à avaler. Et bon, j'avoue aussi que j'étais avec un de mes gardes de Notre-Dame qui était ici aussi, lui aussi, il n'a pas eu le visa. Donc on s'est retrouvés ici. Mais lui, il fait sa vie là-bas maintenant, que je salue au passage. Il est parti après? Oui, il est parti après, un de mes frères, même un promotionnaire ici. Et puis, ben voilà, donc... Et toi, tu es resté du coup en Côte moi, je suis resté en Côte d'Ivoire, très dessus au départ. Mais après, j'ai pu me remettre de cet échec-là et j'ai commencé dans un autre établissement, une université qui s'appelle l'Université de l'Atlantique, où j'ai fait mon DUG là-bas, le DUG 1, où les choses se sont plutôt pas mal passées. Après le DUG 2, mais après, j'étais pas vraiment motivé quand je voulais vraiment partir. Donc c'était vraiment difficile au début, mais on s'est remis à travailler, faire les choses bien. Et voilà, donc en tant qu'élève, plutôt, on va pas dire moyen, mais qui faisait bien les choses. Donc on a eu le DUG 1, le DUG 2. Surtout, après on a eu la licence, parce que c'était pas le même système que maintenant. Oui, ça a changé. Et après on a eu la maîtrise. Et voilà, donc c'est un peu ça le cursus universitaire. D'accord. Voilà. Et donc tu es un pur produit de Côte d'Ivoire. Un pur, et je suis fier de ça. Un pur produit. On peut être fier aussi parce que oui, finalement... c'était difficile, mais après j'ai accepté. Et là, je suis vraiment fier. Et à partir du moment où tu as accepté, je pense que les choses se sont mieux déroulées pour toi. Oui, vraiment les choses se sont plutôt bien déroulées. Et moi, mon objectif après tout ça, c'est de travailler pendant. Et donc, j'ai toujours voulu avoir du boulot. Donc, avec ma mère, on me dit comme ça qu'elle va trouver des stages. Et il faut qu'on essaie de voir. Donc, mon premier stage, c'était à la MCA, aujourd'hui, à la BIAO. Voilà, qui était BIAO dans le temps. Et comme j'ai eu mon DSS, en ce moment, je faisais le DSS en audit et contrôle de gestion. Je me suis spécialisé en gestion. Donc, j'ai eu mon DSS en audit et contrôle de gestion. Donc, j'ai eu la possibilité de faire un stage en tant qu'auditeur à la BIAO pour 2 mois. Mais c'était vraiment une expérience super. Ah oui? Oui, c'était une très belle expérience parce que ça m'a permis déjà de me mettre dans le monde du travail, être à l'aise et puis surtout comprendre que le travail, c'est pas la maison. Le travail, c'est pas le collège. Tu t'es senti intégré dans ton premier stage déjà? Vraiment intégré parce que déjà j'étais le plus jeune et j'étais, on va pas dire le plus aimé, mais une personne que tout le monde respectait malgré tout le fait que je sois avec mon jeune âge. Parce que moi je respectais les doyens. C'était là, c'est le respect que j'ai donné aux doyens qui me retournaient. Ils m'ont appris beaucoup de choses et voilà, c'était des personnes exceptionnelles. J'ai fait 2 mois de stage d'abord et ils m'ont reconduit 3 mois. Donc j'ai fait 5 mois là-bas. Mais c'était une très, très belle expérience. Quand je partais, les gens ils n'étaient pas très contents. Ils se disent il fallait que... te garder, mais... Oui, vraiment. Mais après, il y avait un problème budgétaire. J'imagine. C'était difficile pour moi. Donc par la suite, je me dis il faut que je continue de travailler. Donc j'ai demandé à avoir un autre stage à la SNDI, qui est une Société Nationale de Développement Informatique, où j'étais là-bas en stage. J'ai fait 1 mois. Et j'ai eu la chance d'être appelé dans une autre société qui est le Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP. Et donc là-bas, moi j'arrive là-bas, on me dit mais on t'a appris en stage là-bas. Moi je dis c'est quoi? Je sais pas. Parce que moi je suis auditeur. Je vais là-bas faire là-bas, c'est quoi le problème? On va aller faire quoi encore là-bas? Et donc là-bas, c'était une meilleure expérience. Pourquoi? C'était différent parce que ça c'est la formation, il faut encadrer les gens, il faut être conseiller en formation et puis aider plutôt les entreprises qui veulent se former leur personnel, c'était toute autre chose. Et puis moi j'aime être libre quand je fais mes choses, donc c'était intéressant. Donc là-bas j'ai eu la chance de faire déjà 3 mois et après on m'a reconduit, j'ai fait 6 mois et là pour moi je voulais rester là-bas parce que non seulement c'était bien et en plus de ça il y avait une bonne paye. Il
faut dire. FDFP, ah non, c'est en chaud. tant que stagiaire. Ah non, il payait oui, bien. d'accord. Et donc là, on était heureux, on voulait vraiment rester à l'image de mes enfants de Notre-Dame là. Et tu es euphorique. Oui. Et tu te dis, ben, il faut vraiment que je reste là-bas. J'ai tout fait, mais j'ai pas encore eu la chance, j'ai pas eu cette chance-là. De rester, Encore, on me dit problème de Mais budget. juste une petite question, parce que du coup, là, tu as été auditeur au FDFP. Et plus Non, tard, conseiller au FDFP. Plutôt d'accord, conseiller. conseiller. Du coup, ça t'a servi finalement pour le poste que tu occupes aujourd'hui. Oui. J'imagine. En tant qu'auditeur, déjà, et le fait de conseiller aussi ce match-là entre les deux, ce mix entre les deux, ça crée quelque chose en moi et ça fait qu'aujourd'hui, en fait, les choses, il fallait être patient. Oui, c'est ça. C'est la patience. Il fallait laisser le temps au temps. Au temps et puis faire les choses avec beaucoup plus d'attente et puis tout se confier toujours à Dieu quand tu fais tes trucs. Toujours. On voit que tu es un vrai croyant. Vraiment, à travers tout ce que tu il faut. Et donc après, tu n'as pas été retenu là-bas. Une autre opportunité s'offre à toi ou est-ce que tu vas encore à la pêche? Non, mais vraiment, j'ai fait 1 an carrément à la maison, complètement, où j'ai pas eu de stage. J'étais là, je multipliais les demandes et j'ai eu la possibilité. Il y avait la crise post-électorale aussi, en ce moment, en 2010. Donc je voyais, j'essayais. Et bon, je partais très souvent dans le travail de ma mère, qui elle était à la SNDI là-bas. Et donc elle a essayé de faciliter les choses pour moi là-bas, mais c'est vraiment difficile. Donc ça n'a pas marché. Donc j'étais là. Et quand la crise est finie, dès que la crise est finie, j'ai eu la chance de retourner là-bas. Ils m'ont appelé en tant qu'auditeur. Donc là, j'ai commencé vraiment le métier même d'auditeur interne, où j'ai beaucoup appris. Et comme je disais tantôt sur un plateau dernièrement, il y a une personne qui m'a vraiment aidé, qui m'a coaché. Il est plus de ce monde-là, c'est feu monsieur Kipré. Une personne, un auditeur vraiment rigoureux, un auditeur vraiment qui était un papa pour moi. Et je n'oublie pas, et de là où il est, je pense qu'aujourd'hui, il doit être fier de moi de savoir qu'il a son fils qui est là aujourd'hui, qui se bat, qui s'est battu. Et vraiment, il m'a formé, il m'a vraiment aidé. Donc, j'oublie pas, il faut être reconnaissant. Donc, c'est ça, donc j'ai commencé tout doucement là-bas, et puis ben voilà. Et donc les stages t'ont appris Beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est quand même un conseil qu'on peut donner aux personnes qui font des études en ce moment universitaires ou dans des grandes écoles. Il faut vraiment faire le bon choix de stage et surtout se concentrer sur les stages au début de la vie professionnelle. C'est très important parce que le stage, ça détermine tout. Et la manière dont tu te comportes pendant ces stages-là doit être vraiment déterminant pour la suite. Il faut apprendre. Il ne faut pas se dire ben non, ils vont m'exploiter et tout. C'est vrai que les gens aussi exploitent très souvent les stagiaires, les envoyants, ça ne fait pas partie de la chose. Je dis toujours, quand on vous envoie là-bas, essayez d'apprendre le maximum. Essayez d'être humble et de comprendre les choses plus simplement. Mais essayez d'être là à l'écoute de tout. Faites ce qu'on vous demande et puis faites-vous un réseautage de personnes. Un réseau. Le réseau, c'est ça, ça part de là. Tu es stagiaire. Ça part du tu collège essaies même. Ça part de là. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu sois bien. Et puis voilà. Donc moi en tout cas j'ai été ravie de venir ici dans l'enceinte du collège Notre-Dame d'Afrique où tu m'as invité. Merci. C'est pas fini, l'interview n'est pas terminée, il faut le dire. On va se diriger vers l'université Nord-Sud, n'est-ce pas, Bien sûr. Institut Fama, pour parler de la suite de ton parcours. Parce que ton parcours, il a été vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. La modeste personne. Oui, mais quand même, tu es quand même Ibrahim Fama Diabaté, c'est important de le dire. On va se retrouver après pour parler de ton rôle dans la culture et des choix que tu as faits qui marchent, qui fonctionnent bien pour toi aujourd'hui. C'est parti, nous partons ensemble pour la deuxième partie de l'interview. Monsieur Ibrahim Fama Diabaté, nous voici donc dans le cadre de l'Université Nord-Sud, Institut Fama. Merci de nous accueillir dans votre espace. C'est chez toi, Cax. Qui est beau d'ailleurs, franchement, j'aime bien. Merci. Et écoute, ici, nous sommes dans notre campus, à Rivera Bournemouth. Ça fait partie des 9 campus qu'on a. Et comme je disais, les 9 campus sont un peu sur tout le territoire ivoirien. Et voilà, ça c'est l'un de nos campus, à la Rivera Bournemouth. Et ça se veut avant-gardiste, d'après ce que le président même nous le dit, le président fondateur. Et voilà, je vais t'asseoir. Oui, merci. Alors donc nous sommes bien installés
installé confortablement au bord de la piscine. Merci. Donc de l'université Nord-Sud, Institut Fama, où tu t'es retrouvé un peu plus tard. Mais avant, tu as travaillé, donc ton premier travail, on va dire, après les stages, c'était au SNDI. À la SNDI, c'est une société d'informatique, une société d'État, où j'officiais là-bas en tant qu'auditeur. C'est là-bas que j'ai appris vraiment le métier d'audit. Et j'étais auditeur là-bas. Ça s'est bien passé? Oui, les choses se sont plutôt bien passées parce que quand tu vas apprendre, tu es obligé d'être toujours là, en train d'être patient et tout. Et les choses se sont plutôt bien passées. Beaucoup d'humilité. Oui, beaucoup d'humilité. Et puis l'apprentissage peut se faire. Il y a de l'humiliation, il y a tout ce qui va avec. Mais le plus important, c'est que j'ai beaucoup appris là-bas. Parce que j'ai fait quand même 6 ans, voire plus même là-bas. Et j'ai fait 7 ans à vrai dire. Et les choses, oui, 7 ans à la SNDI où j'ai appris, j'ai été un homme aussi là-bas parce qu'il y avait des difficultés, il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte. Est-ce qu'il y a une difficulté comme ça qui te vient à l'esprit les missions d'audit où notre patron, il n'était pas très patient par contre. Oui. Mais bon, après, c'était bon d'apprendre de ce monsieur-là qui était là avec beaucoup de rigueur, qui était très rigoureux. Mais bon, tout ça fait partie du métier d'auditeur. Parce que ne nous tue pas, nous rend plus fort. Oui, je pense, même quand on a beaucoup de pression, si on arrive à s'en sortir, je pense que ça nous forge quand même aussi une rigueur pour plus tard. En effet, ça nous a vraiment forgé, mon collègue et moi. Au passage, Yannick Bailly, qui est un grand collègue à moi qui m'a aussi appris certaines choses parce que lui, il avait beaucoup plus d'expérience, puisqu'il a travaillé en cabinet. Et moi, j'apprenais sur le tas, mais vraiment, c'était vraiment très passionnant. Le métier d'auditeur, il faut être vraiment avec une dextérité, avec une rigueur, j'insiste dessus. Et puis surtout, il faut faire attention à tous les détails. Et c'est ce qu'on essayait de faire. Et ça m'a beaucoup de chiffres aussi, non? Oui, puisqu'il y a la comptabilité, oui. Beaucoup de chiffres. Parce qu'il faut voir dans tous les détails ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ça va de soi parce qu'on travaille beaucoup avec la comptabilité. Et donc on était très souvent dans leur bureau. Et je préfère saluer ces personnes de la comptabilité là. C'était une famille et c'est que de beaux souvenirs en fait. Et donc c'était en parallèle ton investissement dans le showbiz et dans l'événementiel. C'était en parallèle de ce travail-là? Déjà pour arriver à ce qu'il y a comme showbiz et tout, je suis déjà un rassembleur. Moi j'aime bien rassembler les gens et j'aime bien voir les gens heureux. Et donc comme ça, me disant que le président fondateur, M. Mouri Diabaté, ayant une université, je dis il a un espace. Pourquoi ne pas créer quelque chose pour égayer la jeunesse, pour égayer ces jeunes-là qui ont besoin de sourire. Donc j'ai créé un événement qui s'appelle le Bizigo. Et le Bizigo, c'était tout simplement une sorte de barbecue piscine party où ils pouvaient se retrouver là avec un petit fond, ça veut dire que c'était même pas cher, où ils venaient et puis ils se faisaient plaisir. Donc c'était comme ça, un matin, je me suis dit, il faut que je crée ce truc-là. Et tout d'abord, c'était vraiment difficile parce que les gens n'arrivaient pas à vraiment cerner ce qu'on voulait faire, mais avec le temps, ça s'est plutôt bien passé. À la première édition, on a eu carrément 200 personnes, mais je n'ai pas lâché parce que moi, je suis un jusqu'au boutisme. Et après ça, chemin faisant, les choses se sont plutôt bien déroulées. Donc, j'étais à cheval entre le métier d'auditeur et puis aussi mon rôle de CEO d'une structure événementielle qui prenait un peu plus d'ampleur depuis 2014 jusqu'à ce que voilà, j'ai fait mes premiers pas là-dedans. Et on m'a parlé donc, de l'événement que tu as lancé il y a de cela 4 éditions. On va parler du Kita. D'accord. Alors déjà, d'où t'es venue l'idée Le Kita, comme ça, encore une fois, j'étais à la maison. Il y a, on va dire, il y a 10 ans. Il y a beaucoup plus d'années en avant. Moi, je me suis dit, il faut que je fasse un événement culturel. Où cet événement-là, ça va rassembler toute une jeunesse autour d'une table avec cette intelligence-là et surtout avec des tenues typiques et traditionnelles où ils vont venir vendre la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que tous les éléments étaient réunis. J'en avais parlé au préalable et comme d'habitude, le président il me disait ben non, maintenant ce sont tes idées farfelues. C'est pas une bonne idée, moi je veux rien savoir. Et l'année qui a suivi, là j'étais
à l'université Nord-Sud ici. Donc pourquoi pas, ça va de soi. Je suis là maintenant, je peux essayer de faire. Donc pas que j'ai imposé la chose, mais je me suis dit, bon, voilà, on a les étudiants, on a tout ce qu'il faut. Je suis dans l'événementiel, on va créer quelque chose. Donc c'est comme ça que ça me revient en tête de créer le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, qui fait le jeu de mots, qui est le kita, pour faire allusion au pagne qu'on porte. Et puis ça a plutôt bien marché pour la première édition. Là encore, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le président, il ne voulait rien savoir, il ne voulait pas venir même. Et quand il est venu, il a vu un monde fou et tous les étudiants étaient habillés en tenue traditionnelle, ça l'a marqué. Et pour finir, pour vous dire, c'est lui-même qui a accompagné les derniers étudiants à 22h. Hein, donc ça fait plaisir. Donc on a perpétué la tradition jusqu'à ce qu'on soit à notre 4e édition. Et on le fait maintenant entre d'autres universités et puis ça se passe plutôt bien. On entend souvent parler de toi dans certaines chansons. Est-ce que tu fais partie des grands mécènes donc de la musique ivoirienne ou ça vient de quelque chose, de lien que tu as avec ces personnes-là qui vraiment font tes éloges dans leurs chansons? Je vais dire plutôt que je ne suis pas un mécène. Pour moi, je me retrouve pas en tant que mécène. Moi, j'essaie d'aider. C'est naturel pour moi d'aider. Et aider ces jeunes-là, tout part d'un fait. Comme je vous ai dit tantôt, je faisais l'événementiel. Enfin, je fais toujours l'événementiel. Et c'est comme si c'était une reconnaissance au vu de tout ce qu'on a vécu ensemble. Parce qu'on a grandi ensemble. Moi aussi, j'ai grandi avec mes événements. Et eux aussi, ils ont grandi dans leur carrière musicale. Donc, on se connaît depuis belle lurette. Par exemple, je dis le groupe Kiflo Beat, je les connais depuis très longtemps. Et donc, on était ensemble quand on bataillait ensemble. C'est vrai qu'ils avaient une carrière déjà là, mais on se connaît. Donc, du coup, ça va de soi. Donc, c'est un peu ça. Par amitié, affinité. Et puis, surtout en tant que le grand frère que je suis qui essaie d'aider, de les conseiller surtout leur carrière. Et c'est pas que la musique, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut aider aussi le petit frère, dans le conseiller, l'orienter. Et puis, surtout ça. Venir en aide. Et donc après ça touche à tous les autres artistes et du coup moi je peux peut-être aider au moment où ils sont plus dans le besoin, mais tout n'est pas financier. Il y a aussi le réconfort, ce que tu lui apportes et puis surtout le fait de lui faire souvent des cadeaux autres que l'argent. Peut-être décanter une situation pour lui qui est plus facile. Et c'est comme ça que moi je me retrouve là avec les noms dans les chansons. Et puis ben voilà. C'est beau et puis ça sonne bien dans les chansons, j'avoue. Ah bon, merci, c'est gentil. C'est à l'image de mon grand-père qui a le nom Fama, on va dire. Donc tu as parlé tout à l'heure de conseils d'orientation. Cette émission se veut donc inspirante. Bien sûr. Tu sers de rôle de modèle pour certaines personnes qui te regardent parce que voilà, ils voient ton travail. Et j'ai envie de te demander si toi à ton tour, il y a des personnes inspirantes dont tu voudrais nous parler et pourquoi tu penses que c'est des personnes inspirantes. Et il n'y a pas de limite, hein. Ça peut être n'importe qui, de n'importe quel pays, de n'importe quel continent. D'accord. Tout d'abord, je vais dire mon patron, le président fondateur, oui. qui m'a toujours inspiré de par sa vision, de par son jusqu'au boutisme, parce que lui aussi il va jusqu'au bout et il croit, il m'a montré ce qu'on appelle l'humilité, la patience aussi, parce que écoute, avant moi je n'étais pas du tout patient, là ça changeait un peu, je me sens un peu beaucoup patient. Il y a aussi un grand frère à moi qui s'appelle monsieur Fabrice Aoignan, qui m'a touché de par qui m'a adopté en tant que petit frère, oui. Et lui vraiment c'est un modèle pour moi. Et sans oublier ma star, que j'aime toujours dire, c'est Kanye West. Les gens le trouvent bizarre, mais moi c'est ma star depuis beaucoup. Il a quelque chose, il a du génie et on le prend pour un fou, mais à vrai dire, c'est les gens qui vont le comprendre, c'est un visionnaire. Et moi, c'est sa vision que moi je cherche à copier. Il faut copier une vision, il faut être visionnaire, et puis il faut croire en soi. Mais d'une autre manière, bon lui, à vrai dire, lui il n'est pas beaucoup humble, hein, mais ça fait partie de sa personnalité et voilà, mais c'est un modèle pour moi, on ne peut pas tout avoir, c'est un peu ça. Et tu parles de vision, moi j'ai envie de te demander, pour toi c'est quoi ta vision de l'Afrique qui gagne? L'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique unie, sans la guerre, je ne sais pas, sans les conflits d'intérêts et tout. Donc on a bientôt fini, mais on a 5 questions à te poser, en bref, hein, sans trop réfléchir. Donc, ton plus grand regret, s'il y en a? Mon plus grand regret et en même temps qui s'est transformé en plus grand, en réussite pour moi, je peux dire, c'est le fait de ne pas avoir eu le visa.
Ah, Ça ok. ça m'a fait vraiment un gros regret. Mais en même temps, ça m'a servi de leçon parce que si je partais aussitôt, je ne pensais pas que vous allez retrouver le même Ibrahim Fama Non, pas du Diabaté. tout. Ça, Parce j'en que j'en reste convaincu. là-bas, la vie elle est différente. J'étais très fougueux. Dans la même période, j'allais faire peut-être des choses qu'il ne fallait pas faire. Et voilà, donc aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance. Il m'a dit reste patient. Et puis voilà. Et puis bon, mon plus gros regret, il y a aussi le volet de travail, de ne pas pouvoir avoir travaillé au FDFP. Et je salue le secrétaire général. J'ai beaucoup aimé le FDFP. Ça m'a vraiment cassé. Et puis bon, sans oublier le plus gros des regrets. Aujourd'hui, si je dis ça pour la fin, c'est le décès de mon frère qui était avec moi ici. On a commencé ensemble et moi j'aurais bien voulu qu'il me voie comme ça, en train de me dire hey, mon DG, fonce, moi je suis à l'arrière. Je salue son épouse qui est aujourd'hui ma soeur, que j'essaie d'être avec elle. Je joue le rôle de papa pour ses 2 enfants. Et de là où il est, désolé, il y a eu beaucoup de pertes dans ma vie, mais ce sont des pertes qui m'ont forgé. Et ce sont des personnes pour qui je prie aussi, pour que le bon Dieu puisse les inspirer, pour qu'ils puissent prier auprès du bon Dieu, pour qu'ils puissent descendre aussi, prier pour nous, pas que pour moi, pour nous, parce qu'ils sont plus proches de Dieu. Voilà, donc moi c'est un peu ça, et ça c'est mon plus grand regret. Je l'ai perdu il y a 2 ans. Et bon, Ah oui, ça fait pas longtemps. ça fait pas longtemps, et donc c'est frais dans ma tête, mais bon, on va être positif, on va se dire qu'il est fier de moi, et voilà. C'est sûr, c'est sûr. Merci. Ton plus grand défi? Mon plus grand défi aujourd'hui, c'est de vendre encore plus l'université Nord-Sud à travers le monde. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours voulu que mon idole, mon inspiration Kanye West vienne ici. Se retrouver là, assis où tu es. Tu m'appelles. Hein. Et que voilà, ils viennent s'asseoir et qu'ils viennent voir ce qui se passe et qu'ils me donnent des idées. Et qu'on se donne des idées. Moi, je me souhaite ça chaque anniversaire. Chaque anniversaire, je me souhaite ça. Et j'ai eu la chance de participer à son concert dernièrement. Du coup, on ne sait jamais. Dieu, il a un plan à Paris. Et donc, il a un plan. Donc, on ne sait jamais. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Ton plus grand succès? Mon plus grand succès, c'est d'avoir rassemblé près de 10 000 étudiants. Comme ça, 10 000 étudiants. Voilà, les voir heureux et me dire merci pour ce que je fais. Et ta plus grosse difficulté, peut-être que ça, on va retrouver quelque chose que tu as déjà dit. Mais... La plus grosse difficulté, c'est le fait de ne pas avoir, que le président fondateur ne m'ait pas fait confiance dès le départ. Oui. Voilà. C'était dur, j'ai dû me battre en fait. Et donc ça c'est vraiment difficile parce qu'au départ il y avait vraiment ça. Il fallait que je dise ça. Et je sais que peut-être il va se dire mais pourquoi tu allais dire ça? Il fallait que je dise ça. C'est positif. Et donc là, je pense que maintenant, il me fait confiance. On va tous dire qu'il y a toujours ça parce qu'il me coach comme il faut. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Et bon, moi aujourd'hui, je me sens bien. Et puis, ben voilà. C'est super. Ouais. Et ton plus grand rêve à part que le plus grand des rêves, comme j'ai dit, c'est de se retrouver là, en train de voir tous ces enfants, tous qui sont là, heureux. Et puis voilà, et puis venir les voir un jour, ils vont me recevoir, mais bonjour monsieur, j'étais votre étudiant. Voilà, ça c'est mon plus grand rêve, voir les gens heureux. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà, merci. Et puis, bon, c'est mon plus grand rêve. Le reste, c'est voilà. Et puis de voir aussi moi-même mes enfants aussi réussir. Voilà. Moi je pense pas, pas moi. Moi c'est pas moi. Moi le plus important c'est les autres. C'est ma philosophie. Un côté très altruiste. Ouais, j'aime bien. C'est bon, c'est bientôt la fin de notre entretien. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à se dire. Trop, on peut pas. Mais il va falloir qu'on arrête parce que l'émission sera trop longue. Ce sera long. Et du coup, avant de se quitter, j'ai tendance à demander à mes invités de me recommander quelqu'un qu'ils aimeraient voir dans cette émission, vu que c'est une émission inspirante. Est-ce que tu as une ou plusieurs recommandations sans faire de jaloux, hein, bien sûr. Non, bien sûr, j'ai un monsieur Fabrice Arognon, il faut. Il a toujours quelque chose à dire. Il a un livre qui est sorti. Le Transcendeur, voilà, et c'est lui. Je ne vois personne d'autre que lui, et je le vois en train de vous donner des cours de la vie, parce que c'est une personne très inspirante, qui est très intelligent, smart, et qui sait ce qu'il veut, et voilà, donc je lui souhaite tout le bonheur de la terre. Voilà. On le salue et on espère qu'il va nous donner l'occasion de l'avoir sur notre plateau, grâce à toi d'ailleurs. Inch'Allah, bien sûr, bien sûr. Eh bien, c'est la fin de African Stories. Vous l'avez compris, nous étions avec Ibrahim Fama Diabaté. Ça a été un réel plaisir d'être en votre compagnie. À bientôt pour un parcours inspirant.